Alicia. Bonjour. Coucou. C'est marrant, j'avais fait une expo personnelle qui s'appelait Ça va aller. Voilà, je t'en remercie beaucoup. En même temps, je pense que tout le monde se dit ça. Ah, c'est toi que je cherche. Bah, tu peux me dire, en tout cas, tu vas les trouver, elles sont dans. Ok, ça marche. Je vais au 1 ou au 2 du coup, Juliette? Au deux. Coucou. Salut, je vais tailler les lunettes. Ça va? Oui. Tiens, mon tasse, tu peux mettre ça sur la Salut, ça va? J'ai proposé à une de mes étudiantes de te contacter, elle va pas le faire, Ok. parce qu'elle cherche des archives, d'outils de médiation sur les centres d'art, enfin voilà. Donc, Ok, cool. Il vient de m'appeler, bien sûr. On voulait commencer avec une présentante d'Arflex, qui est fraîchement diplômée de SAP Paris, qui a travaillé avec nous au Centre d'Art à plusieurs reprises, ou en dehors du Centre d'Art, mais avec nous. Je regarde. Nous, dans cette salle, on travaille comme finalement, l'on travaille, en fait, le travail comme alors, le travail dans le travail dans les limites du possible, le travail me fait double. Je manque argent, si je travaille argent, je manque art. Alors à partir de là, une seule solution, me faire double. Formidable. De quoi? Et ce moment précis, et je profite qu'on soit entre professionnels aujourd'hui pour l'évoquer, et ce moment
précis où un interlocuteur, ici un standardiste qui n'en a rien à foutre de l'art, se met à discuter avec un autre, ici un artiste, qui a en horreur de la fiscalité, pour convenir d'une espèce de terrain d'entente, ben, il fait... Aïe. Et ça fait... Ouh. Et ça fait... Et ça fait peur. Ça fait mal. Et ça travaille. L'argent, Ah oui. C'est pas tellement tabou alors finalement. eh ben, c'est pas tabou, c'est pas tabou, c'est pas très beau, c'est tout. Enfin, c'est pas tabou. Ça fait 3 ans maintenant, je pense, qu'on travaille ensemble, ou en tout cas qu'on partage des réflexions communes. On s'est rencontrés à l'occasion du Sodavi, au moment où tu étais à la DRAC. Donc le Sodavi, pour celles et ceux pour qui c'est complètement obscur, c'est donc le schéma d'organisation des arts visuels. Et je pense que c'est quelque part ce qui fait le fil et le lien qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Vous serez chaleureusement remerciés par le café et les gâteaux, ceux qui arriveront après dans le moment. Évidemment, remercier à nouveau Yves pour avoir bien voulu se prêter au jeu d'ouvrir la journée. On trouvait que c'était une belle occasion et c'était une belle façon de débuter cette journée. Remercier Émilie Moutsis que vous allez voir bouger autour de vous toute la journée, parce qu'Émilie, en fait, elle a un rôle particulier. Elle a des gens qui ne pas assez tout le monde, parce que ça fait voilà. Peut-être avant de faire 2-3 minutes d'introduction de l'aide, c'est ça selon le déroulé. Michael Monchicourt du Houloc, avec Mélissa Boucher du Houloc, Élise Jouvency pour Art en résidence, Yves Bartlett, donc, que maintenant tout le monde connaît par cœur, Étienne Delprat, qui est artiste, architecte et maître de conférence à Rennes, mon collègue. J'en profite parce que comme tu as parlé juste après moi, je t'aurais déjà présenté. Et j'oublie quelqu'un que j'oublie. Ouais, je me suis juste mal à la Ah non, c'est pas sympa. Non. Caroline Sévillon qui vient pour la musique. Tu veux nous rejoindre? Ouais, la tête, c'est le C'est ça. Ben voilà, lâche pas. Et donc Julie Pellequin qui est en ligne depuis Rome, qui, comme elle a des lunettes de soleil sur le front, a visiblement plus beau que nous. Alors, ça marche. Comme on le disait avec Aude, c'est une réflexion qui une réflexion de longue date, à la fois au Centre d'Art, dans notre collaboration et pour moi-même dans mes recherches. Ça fait un petit moment que je travaille plusieurs années, je travaille sur un projet qui porte sur la question du travail, de l'art au travail. Dans la résidence, vous verrez, il y a quand même un fil conducteur qui va nous suivre toute la journée parce que c'est un dispositif institutionnel qui, d'une certaine manière, met en scène le travail de l'artiste au travail. Qui pose beaucoup de questions et qui pose aussi beaucoup de paramètres importants pour les conditions de travail des artistes et des auteurs. Donc bref, tout ça pour dire que cette question du travail, elle est, vous le savez, vous êtes tous là justement parce que c'est un sujet qui est largement débattu depuis pas mal d'années. Réunit les espaces de travail, nos espaces de travail et nos espaces de vie, qui pose aussi pas mal de problématiques. Voilà, quelques questions comme ça qui peuvent ou doivent se résumer en fait à travers l'établissement d'un contrat qui scelle des conditions d'une collaboration de travail saine, qui prennent en compte les différents statuts des personnes impliquées dans un projet, un acte qui peut paraître le contrat simple et habituel dans tout contexte professionnel, mais qui dans le nôtre n'est jamais aussi simple puisqu'on est quand même assez nombreuses à travailler sans contrat. Et maintenant, j'ai toutes ces casquettes, donc l'Université de Rennes, qui pose un statut et une forme de légitimité en tant qu'enseignant-chercheur. Alors aussi, qui décide si on est chercheur ou pas, c'est aussi une question. Et il y a une troisième polarité pour moi qui, voilà, c'est vraiment un sujets de travail maintenant, c'est en fait qu'est-ce que c'est aussi d'habiter un territoire en tant qu'artiste dans un moment où on parle de peut-être moins voyager, on a été confronté à une crise aussi qui questionne notre manière d'habiter un territoire de mon point de vue. Et donc je suis dans une réflexion, je vais y revenir après, qui essaie de m'inviter à penser qu'est-ce que c'est que cette question d'habiter et de travailler dans un même endroit. Donc à côté de cette pratique de l'installation qui
c'est fait en biennale, dans des cadres de commande. On a aussi, par exemple, fait le parcours d'art contemporain de la vallée du Lot, donc là aussi en collaboration avec d'autres artistes. Donc on oscille un peu dans les cadres de résidence. Là ici, c'était une résidence d'architecte qui se tenait à Branches. Et donc notre manière de travailler, je commence un peu à le dire, c'est on vient, on vit sur place dans ces formats de résidence, mais on essaye d'habiter les lieux, quoi. C'est-à-dire que on rentre en contact avec les gens, on traîne, enfin toutes ces choses un peu banales qui font qu'on appréhende des situations. Et après, notre manière de faire, c'est d'essayer d'intégrer un collectif élargi dans le travail. Et ça va beaucoup passer par le faire, par le fait de construire ensemble, par le fait de transmettre aussi des techniques et des manières de faire, en disant que c'était à la fois un processus et en même temps un produit fini. Et que sans ce verbe, le nom reste vide. Et donc c'est une manière de dire, le travail, à un moment, il s'incarne dans ce processus-là, quelle que soit la nature de la production. Et donc ce processus, cet engagement-là, nous, et peut-être aussi pour une question culturelle d'architecte, parce que la culture du projet fait partie de ce qu'on nous enseigne en tant qu'architecte, nous, le collectif, on est beaucoup plus dans une logique de faire projet, et d'à chaque fois s'accrocher à des projets qu'on va poser comme des horizons. Quand on arrivait à Bagnolet, on leur a dit on va faire ça, et en fait, on est parti par là, et voilà. Mais de poser un horizon dans lequel on va réussir à engager une dynamique collective. Et des groupes qui vont être des habitants, parfois d'autres artistes. Voilà. Donc cette idée du faire projet, et la notion de faire aussi, elle est importante. Elle est vraiment centrale, et pour moi, elle pose cette idée que le travail, on est toujours dans un horizon, quoi, qu'on essaye de tenir. Dans ce rapport de force aussi aux politiques, parce que c'est vrai qu'une des particularités en plus à Bagnolet, c'est qu'il n'y a pas de lieu d'art. On n'a pas un centre d'art, il n'y a pas de... Enfin, il y a à peine deux, trois... Quoi ? Il y a des collectifs, mais il n'y a pas de que des lieu, collectifs, mais on n'a pas d'interlocuteur. Même à la mairie, il n'y a pas de DAC. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc ça a créé une situation aussi intéressante et complexe où tout le monde bricole. Et ouais, il y a d'autres collectifs qu'on connaît qui étaient là-bas il n'y a pas si longtemps. Et donc ça aussi, c'est assez intéressant, quoi. Ailleurs, on parle de salaire, on parle de boulot. Enfin, nous, ici, on parle de bricoler. Et tu parlais même de rapport de force à certains endroits. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est assez central et qui est déterminant dans la question philosophique. Parce que moi, l'expérience institutionnelle que j'ai, c'est que la question du bricolage, c'est une nécessité et une obligation, c'est pas du tout un choix. C'est-à-dire que comme tu n'as pas les moyens de travailler dans l'institution comme tu devrais les avoir, ce que tu entends, ce que j'ai entendu pendant 20 ans, c'est t'as qu'à faire ça. C'est pas il n'y a plus qu'à, c'est vraiment il y a qu'à en fait. Donc t'as qu'à te débrouiller, parce que de toute façon tu n'auras pas plus ou tu n'auras pas les conditions adéquates. Donc ça c'est vraiment une question qui me pose problème politiquement, si tu veux, c'est d'avancer cette question du bricolage comme un choix dans des situations où on n'a pas les moyens que ce soit un choix. Oui, je te rejoins absolument. Enfin, c'est de toute façon un débat, une question vraiment centrale dans toutes les discussions qu'on a pu avoir, cette pseudo-liberté artistique, on en parle tout le temps, qui est tout sauf liberté. Moi, quand je relevais la question de bricolage ou de mise à disposition, en fait, dans les faits, c'est un sujet qu'on avait abordé avec Fanny Lallard d'ailleurs, et qui en parlera quand on avait fait notre entretien, mais c'est des termes qui viennent cacher la misère, quoi. Et on a tendance, ou en tout cas certaines personnes ont tendance à faire penser que le bricolage c'est quelque chose de positif quand ça ne l'est pas. En fait, moi ça m'a fait beaucoup penser à... La semaine dernière, j'ai fait les journées portes ouvertes avec Étienne de la fac. Et quand on a présenté la fac d'art plastique aux étudiants, j'entendais mes collègues dire à la fac on n'a pas l'argent que les écoles ont, ce qui est très relatif aussi pour les écoles. Et donc nous ici, on fait vraiment du bricolage pour faire de l'art. On peut essayer de le valoriser comme on veut, mais
dans les faits, ça correspond à une réalité économique qui est pas très jolie à voir, quoi. C'est aussi essayer de repérer, comme tu le disais, à partir de quand la résidence déclenche une mise au travail, c'est-à-dire sensibiliser les structures aussi à ce qu'elles déclenchent potentiellement dès l'envoi d'un appel à candidature, donc bien avant qu'un artiste soit sélectionné et accueilli dans un lieu. Il y a potentiellement 200, 300 personnes qui vont se mettre au travail pour répondre à un appel à candidature, donc ça aussi des choses qui nous posent question, donc on invite aussi, ça c'est des choses qui évoluent aussi petit à petit, hein, mais qui évoluent et on constate, donc c'est chouette, mais voilà, de ne pas inviter à la formulation d'un projet, mais plutôt de privilégier des appels à candidature avec une sélection qui se base plutôt sur des études de portfolio, avec des sélections qui peuvent s'organiser du coup en 2 temps, avec une présélection et de faire travailler ensuite un nombre plus resserré d'artistes sur la formulation d'un projet et si possible, évidemment, rémunérer aussi ce travail à cet endroit-là. Donc voilà, essayer de sensibiliser encore une fois qu'est-ce qu'on enclenche comme travail invisible, quoi. Enfin, invisible, c'est pour qui ne veut pas le voir, parce que quand on reçoit 400 dossiers, je pense que c'est la masse de travail déclenchée et absolument tangible. On la traite aussi au sens famille, au sens un peu large, c'est-à-dire c'est à la fois résident plus enfant ou alors résident aussi juste déjà avec conjoint ou conjointe. Parce que il y a aussi certaines études du DEPS qui ont montré que le coup d'arrêt en fait dans ce fameux milieu de carrière, c'était pas que les enfants et c'était bien avant les enfants, la mise en couple. Donc en fait c'est comment favoriser aussi de pouvoir venir et accueillir le conjoint. Je travaille de manière générale particulière autour des questions de performance et cette année donc, je suis en résidence de recherche pour 1 an à la Villa Médicis en tant que théoricienne de l'art. Donc on est les pensionnaires, on est censé avoir quand même être très privilégiés et on l'est d'une certaine manière effectivement par rapport au secteur sinistré que sont les arts plastiques. On a une bourse mensuelle de 3 500 € par mois, ça c'est sur le papier, c'est-à-dire on postule avec ces informations. On a 1 an, quasiment un an pour se concentrer, on a un espace, un logement et un espace de travail dans un des plus beaux lieux du monde. Ça, je cite un article récent apparu dans Le Monde. Et c'est d'autant plus privilégié que c'est annoncé aussi comme une des seules résidences aujourd'hui qui accueille les familles, justement. Et puis en fait, la réalité, c'est qu'il y a eu une réforme du statut des pensionnaires à la Villa Médicis, qui ont toujours été salariés, parce que je sais que la question du salaire, malheureusement, c'est une question importante. Et il y a eu une réforme en 2017, et maintenant, on doit tous avoir un statut d'artiste-auteur et on a une rémunération artistique. Alors, je ne saurais pas dire si c'est du droit d'auteur ou pas, c'est pas très clair pour moi parce que c'est encadré par un contrat, mais par contre, on ne demande pas de note de droit d'auteur. Voilà, donc c'est une rémunération quand même fixe, mensuelle, pendant 1 an, sur laquelle, évidemment, on paye les charges sociales, les impôts, ça c'est normal, et donc la retraite obligatoire, y compris pour ceux qui sont déjà couverts par un régime de retraite, puisque il n'y a pas que des artistes-auteurs, ici il y a des chercheurs qui sont en poste à l'université, il y a des architectes qui sont salariés du privé, il y a une variété de statuts très différents. Donc au final, la bourse, donc là pour le coup vraiment une enveloppe globale, c'est pour ça que ça m'intéressait d'en parler aussi avec Élise. En net, on arrive à 2 600 € à peu près, et à ça s'ajoutent tous les frais à la fois de déménagement, les expats pendant 1 an, on n'a pas de
statut d'expat. Donc parfois on a encore un loyer à payer à Paris ou ailleurs, en France. On doit scolariser les enfants dans une école qui coûte 8 000 € par an. Il n'y a pas de système de garde, il n'y a pas de périscolaire, on n'a plus de protection sociale, évidemment on n'a plus d'aide sociale, plus de CAF, rien du tout pour les gardes par exemple. On a des conjointes, la plupart du temps, qui doivent suspendre leur activité pour pouvoir nous suivre parce qu'on part quand même longtemps. Voilà, donc ça c'est la partie, je dirais, un peu financière. Et puis, quand on arrive ici, malgré la magnificence du lieu, les logements sont effectivement très vétustes, pas très bien sécurisés, et il y a un manque de personnel, comme souvent dans les institutions artistiques. Donc, c'est vrai que l'effet comparatif, en fait, je ne trouvais pas tellement opérant, en fait, parce que j'ai l'impression que de la plus petite structure à la plus grande institution en France, les moyens alloués ne sont jamais au niveau des missions. Où je mène une recherche sur la non-performance et les pratiques de refus dans l'art contemporain, on va dire très rapidement. Et du coup, je m'étais dit que je pouvais peut-être répondre, en tout cas intervenir dans cette journée aujourd'hui en lien plus ou moins direct avec cette recherche, parce que en me disant qu'être au travail, proposer ça en tout cas comme postulat, qu'être au travail, ça doit être d'une certaine manière ne pas être au travail. Dans cette notion de non-performance que je suis en train de travailler, il y a l'idée qu'il s'agit pas de refuser de performer, mais de refuser de performer selon certaines conditions, selon certaines normes, selon certains cadres et rationalité ou irrationalité. Et je pense que c'est intéressant d'essayer de penser aussi le rapport au travail, d'être à travers cette idée d'un non-travail, c'est-à-dire pas refuser de travailler, mais refuser de travailler selon certaines conditions. Et puis, plus récemment, une transformation de l'institution artistique en plateforme pour l'industrie culturelle, avec une délégation de la programmation à des agents. Je ne comprends pas encore très bien comment ça marche, tout ça, mais voilà, qui pour moi se fait complètement au mépris des artistes et du public et de ce que nous on appelle être au travail dans l'art, on appelait en tout cas jusqu'à maintenant. Et ce que pointe Sarah Armel, et je pense que c'est vraiment important, c'est qu'à la fois la plainte c'est quelque chose qui permet, c'est un affect on va dire, qui permet de pointer ce qui ne va pas en vue de l'améliorer, mais aussi de produire de la connaissance, c'est-à-dire quand on émet une plainte dans une institution, on va mieux comprendre ses mécanismes et comment elle fonctionne, ou comment elle ne fonctionne pas, justement. Et puis la plainte, c'est quelque chose qui produit du collectif. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui donne de l'énergie. Voilà, donc c'était ma première stratégie, ce serait la plainte. Quand ça ne suffit pas, la deuxième, c'est le refus. Je parlais au début, donc pas tant effectivement le refus de travailler que le refus de certaines conditions. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, avec les conséquences de la crise sanitaire, de la remilitarisation de l'Europe aussi, il va y avoir une chute des financements qui va être terrible et qu'il faut impérativement, je pense qu'on refuse un certain nombre de valeurs néolibérales qui sont à l'œuvre depuis longtemps et qui, je pense, peuvent être assez fatales pour l'art et la manière dont on y travaille. Si j'en cite que quelques-unes, ces notions de compétition, de performance, de productivité, d'extractivisme, que ce soit appliqué à la planète ou aux ressources naturelles ou aux ressources humaines. Tout un enchaînement qui fait qu'après nous on se retrouve en tant que
que chargé de projet, que médiateur, médiatrice, et de proposer un projet avec un artiste et de se retrouver avec un budget minable et lui dire j'aurais pas de sous pour te payer tes heures de prépa. Enfin, en fait, c'est tout un circuit en fait une hiérarchisation, une chaîne. Merci. Je ne sais pas quel type de travail il faudrait faire pour vraiment aussi rendre lisible et visible le travail qui est fait. Qu'est-ce que c'est le travail de l'art, quoi. Et effectivement, quelle part de difficulté, de souffrance ça comporte. C'est pas du tout intéressant à entendre. Moi, je pense qu'on perd ça. Mais je me rends compte que même ici, c'est intéressant parce que les autres pensionnaires viennent d'autres champs aussi que les arts plastiques. Et je me rends compte de ce fantasme qu'il y a. Ils pensent tous que les artistes plasticiens sont richissimes, ont des galeries, vendent plein d'œuvres, que c'est ça l'économie de l'art en fait, que c'est ça le travail de l'art. Et quand je dis à un voisin, un collègue, ami, non mais tu sais en fait la plupart des artistes sont RSA, tombent des nues. Mais je me suis. Donc ouais, ça fait un moment que je me dis effectivement peut-être que les choses ne sont pas suffisamment dites et peut-être que. Enfin, comment faire en fait pour. Ou alors elles sont suffisamment dites mais elles ne sont pas entendues. Et ça, je ne sais pas encore quelles sont les stratégies pour que ce soit entendu. Ouais, peut-être pour aller au niveau l'essoufflement des membres, l'essoufflement évidemment individuel. Tu disais les gens s'oublient, ne vont même pas voir les expositions des autres. C'est pas du tout propre uniquement à Tram. J'étais en réunion l'autre jour, tu étais là Noémie, dans une réunion avec les autres réseaux territoriaux et Astre en Nouvelle-Aquitaine, Air de Midi dans la région Occitanie. Tout le monde parlait en fait de l'essoufflement des membres et de la difficulté de mobiliser les membres autour de projets communs. C'est assez exceptionnel, mais ce début d'année, on a voulu lancer un chantier de travail qui n'a remporté l'adhésion de personne, zéro pointé. Donc ça, c'est très étonnant aussi, pas par manque d'intérêt, je pense, pas du tout, mais par manque de temps, manque de tout ce qu'on sait. Donc redire l'importance du collectif, l'importance de se voir, de se parler, d'aller voir les projets des autres, je pense qu'il faut, c'est peut-être la première étape vers ce que tu disais, Julie, tout à l'heure, de comment faire mieux, comment faire moins, comment aller mieux. Ouais. Finalement, pourquoi on continue tous et toutes, nous en tant qu'artistes, les directeurs et directrices, les gens des équipes, à finalement prendre sur nous cette souffrance et cette difficulté de travailler pour faire perdurer un format qui peut-être ne fonctionne plus, quoi. On aura observé qu'il y a pas mal de questions. Je pense qu'on aura observé qu'il y a pas mal de directions qui vraiment rejoignent beaucoup ce que tu disais, Julie, et je te confirme que malheureusement, les appels à projets et les pressions et les dossiers de subventions à remplir ne sont pas du tout en rupture de stock. Je dirais même plus que c'est exponentiel si on compte ici, parce que de la même manière, pour continuer d'exister, nous, Centre d'Art, auprès de différentes tutelles, nous devons remplir des dossiers de subvention qui sont de plus en plus ciblés et dont je dirais même qu'elles orientent le projet artistique, qu'elles orientent la programmation. Et ça, c'est extrêmement grave. Et moi, j'observe là une dérive, mais omniprésente, et plus encore depuis ces 2-3 dernières années. C'est vraiment incroyable. C'était pas du tout comme ça, effectivement, quand on a, toi et moi, commencé à travailler. On peut ressentir, c'est qu'on est dans un milieu vraiment en souffrance, quoi. C'est une évidence. On n'est pas le seul secteur, ça me paraît à peu près évident. Moi, ce que je pense qu'une des solutions, c'est effectivement de donner à voir à l'extérieur que nous sommes un secteur en souffrance. Moi, partout où je peux repréciser, dire, confirmer que les artistes sont majoritairement au RSA et que seulement 9% d'entre vous sont représentés par une galerie ou vont potentiellement avoir la chance de vendre quelque chose, potentiellement avoir la chance d'avoir une exposition ou une résidence, c'est terrible. Et ça nous rajoute un stress supplémentaire parce qu'on se demande effectivement comment on peut vous accompagner au mieux.
Et on ne peut pas toujours le faire au mieux, malheureusement. Mais il faut, je crois, diffuser. Je me tais. Mais il faut me faire un signe, moi je vais te filmer. C'est rude. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Mais on en reparlera quand vous serez en résidence, tout ça. Ouais, si tu veux. Bah viens. C'est vraiment parce que c'est toi que t'as le droit de me filmer. Ah bon? Non, d'ailleurs, on n'a pas le droit. Mais bon, là, tu me payes pour ça, ça serait toi qui me paye, mais tout à l'heure, t'as dit qu'il a gentiment accepté, j'ai failli dire oui, bah, enfin, j'ai quand même de l'oseille au bout, hein, mais je me suis dit, mais quand même. Il y a plein de moments où j'ai envie d'intervenir, et je me dis, mais ferme ta gueule, en fait. Là, il lui dit, va pas trop loin. Non, c'est drôle, c'est bien. On se demandait où vous étiez. Je me faisais filmer dans l'ascenseur. Deuxième page. T'as vu que c'est beau? Mais oui, ils sont où tout le monde? Et Clara est où? Elle est partie rebrancher remettre un truc à recharger. Ok. Voilà. Et les autres fument, je pense. Non? Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, Tu veux dire à bah oui. Ouais. Il y a vraiment moyen de faire un truc vachement bien avec les plasticiens. Qu'est-ce qui est écrit sur ton téléphone tout à l'heure, au moment où tu parles là, où j'avais la tête comme ça, j'ai essayé de lire le texte. Tu aimeras ton prochain putain de merde. Donc on a compris plus ou moins, après plus ou moins, mais Donc on a débuté ce matin, je ne vais pas en faire un résumé parce que je ne vous cache pas qu'on a mangé un excellent couscous, donc c'est dur de reprendre. Vénard. Non, on a ouvert la journée, donc cette journée qui porte sur la question du rapport au travail dans le milieu de l'art de manière générale et à travers cette question spécifique de ce que signifie être au travail dans un contexte actuel et dans toutes les positions qui sont les nôtres, c'est-à-dire autant artistes, chercheurs, chercheuses, travailleurs, travailleuses de l'art, membres d'une institution, membres d'un collectif, j'allais dire etc. mais peut-être le technique. Et je me base sur un atelier qui a été pensé par un collectif qui s'appelle La Vie Gagnée, qui est un collectif de Strasbourg, qui est un collectif de jeunes artistes récemment diplômés aussi des Arts Déco de Strasbourg, qui réfléchissent aux questions qu'on a évoquées ce matin et au rapport qu'on peut entretenir avec les institutions et à quel outil d'organisation on peut se créer. Et donc ils ont fait une semaine d'ateliers en fait il n'y a pas très longtemps. Et parmi ces ateliers, il y avait un atelier assez simple qui était de remplir 2 camemberts. Le premier camembert étant un camembert sur son économie, donc essayer de lister et quantifier quelles sont les sources de revenus. Et le deuxième camembert pour lister et quantifier la nature de nos activités. Du coup, je vais commencer par le premier camembert. En fait, je trouvais ça important aujourd'hui de parler très concrètement d'argent parce que je pense que c'est des réflexions que j'ai eues en étant étudiante aussi, où en fait je me suis beaucoup heurtée à l'école à cette sensation que parler d'argent c'était quelque chose de compliqué, que les profs n'avaient pas envie de parler d'argent, n'avaient pas envie de parler concrètement et en toute transparence en fait de leur méthodologie économique et que c'était presque quelque chose qui venait pervertir l'enseignement créatif ou en tout cas le détourner de ce pourquoi on était là ensemble dans l'école. Et pour moi ça a été quelque chose qui m'a beaucoup manqué à l'école parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui participait très largement à des logiques de reproduction sociale et que les personnes qui n'avaient pas besoin de se poser ces questions ou qui pouvaient ne pas se les poser étaient des personnes qui n'en avaient pas besoin ou qui avaient déjà certains codes pour s'en émanciper. Et particulièrement confortable pour moi, un peu pour la première fois de ma vie,
parce que j'ai eu donc cette bourse de recherche du CNAP, qui était une bourse de 10 000 € au printemps dernier. Donc c'est une bourse qui m'a permis de complètement m'émanciper du salariat et de totalement me consacrer à ma pratique et à organiser mon temps. Donc on voit qu'il y a aussi une bonne partie du Camembert qui est une résidence au Centre d'art de Brétigny-sur-Orge, qui était aussi du coup qui constitue une bonne partie de mes revenus. Ensuite, il y a quelques commandes de texte, la prime d'activité, un travail qu'on pourrait nommer alimentaire, de montage de décors, de cinéma ou des décors d'événements. Ensuite, il y a des workshops et interventions, et enfin, il y a une catégorie autre dans laquelle j'ai mis de l'argent que je reçois ponctuellement de ma famille, quelques ventes d'édition, des entretiens, etc. Et finalement, donc j'ai fait le choix de mettre des activités comme le repos, la fête, le soin, la lecture, autant d'activités qui peuvent souvent être pensées comme plutôt à côté du travail, ou en tout cas comme des activités non payées. En fait, je crois que je ressens une forme de nécessité de plus en plus urgente à considérer toutes ces activités comme faisant partie de mon travail. Je pense que ça participe à une forme de nécessité aussi politique. On parlait de nécessité écologique, féministe, et je pense que ça s'inscrit vraiment là-dedans. Et qu'il y a aussi un travail que j'ai fait, je pense, à partir du moment où je suis sortie de l'école, de déconstruire un certain rapport productiviste au travail et à ma pratique. Donc c'est beaucoup passé par moins ou plus du tout produire d'objets matériels, par exemple, et à vraiment aussi centrer mon travail sur des formes de partage et les valoriser et les faire exister en tant que telles. C'est des notions et des manières de travailler qui sont difficiles en fait à valoriser et à faire exister. Et je pense que ça pose plein de questions qui s'inscrivent aussi dans une histoire féministe dont on a parlé ce matin, qui est quelles sont les activités pour lesquelles il faut se battre pour avoir un salaire, dans le sens où se battre pour avoir un salaire, c'est aussi une forme de reconnaissance de ses activités, mais aussi de soi, mais que c'est aussi une position qui a été très discutée et qui a plein d'ambiguïtés, parce que en même temps, avoir un salaire sur ses activités, ça veut dire aussi assimiler tout un tas de codes capitalistes. Ça veut dire entrer dans un système, quantifier les choses, les réglementer, les neutraliser. On a parlé notamment en fin de matinée de la place de la vie domestique dans notre vie de travail, et donc des échanges et notamment par le biais de la résidence et du croisement entre nos espaces de vie, nos espaces de travail et ces temps. Et quand je parlais tout à l'heure des stratégies pour contrer ces problématiques que proposait Julie Pellegrin, elle parlait du refus, de travailler dans certaines conditions, est-ce que être au travail n'est pas ne pas travailler, ne pas être au travail, de l'importance du care et des activités qui y sont liées. Donc, tu peux me présenter? Peut-être comme tout le monde, c'est donc Caroline Seguito, travailleuse de l'art qui est membre de la Buse et qui, tu vois, j'ai rien à dire, qui va donc parler du travail. Depuis ma propre expérience personnelle,
à la fois artiste et en même temps docteur en arts et sciences de l'art. Parce que finalement, mon expérience du travail dans ces deux champs, elle est complètement identique. Voilà, donc je vais essayer de faire avancer les diapos en même temps que je vous lis un peu ce que j'ai écrit. Donc mon vécu d'artiste-auteur et de docteur en arts et sciences de l'art me fait faire le même constat. Je ne sais plus ce que travailler veut dire, puisque travailler signifie autant le temps passé à accomplir un ensemble de tâches non rémunérées qu'à assurer un ensemble assez varié de boulots alimentaires dans le champ de l'art ou en dehors. Cela produit une sensation très étrange, qui est celle de ne plus savoir quand on travaille ou quand on ne travaille plus, que tout est appelé travail, ou que chaque moment libre se doit d'être consacré à une activité utile. Cela se manifeste par exemple quand, au moment où je quitte mon atelier en pleine journée et que je justifie ce départ auprès de mes colocataires par le fait que je vais travailler, je signifie par là même que ce que je faisais avant était autre chose que du travail. C'est encore le fait de devoir justifier de la nécessité de vouloir séparer vie et travail, ou vie et pratique artistique, parce qu'effectivement, dès le moment où il est acquis que le travail artistique est une passion et un engagement citoyen à sauver le monde, chaque minute est rentabilisable, puisque chaque minute de travail est un plaisir et un devoir. Je ne fais pas de différence entre le champ universitaire et le champ de l'art. J'y ai trouvé cette même valorisation ou cette même nécessité à se plier à la norme du travail gratuit et sans limite. J'y ai entendu les mêmes assertions telles que « vous ne devez pas dormir tant que vous n'avez pas trouvé ». Le travail que l'on produit en tant qu'individu n'y est pas reconnu comme tel s'il n'est pas valorisé et rentabilisé d'abord par les institutions. Ce sont elles qui ont le pouvoir de décider, in fine, de la valeur de ce qui aura été fait. J'ai passé 8 ans en thèse. Il paraît qu'il faut compter 10 ans en moyenne pour obtenir un poste de maître de conférence à l'issue de la thèse. 10 ans pendant lesquels il faut accumuler les articles, travail gratuit, et les contrats précaires pour justifier d'une activité de recherche et d'une expérience d'enseignement. Il n'y a pas de poste à décrocher dans le champ de l'art quand on est artiste, mais il y a aussi tout un ensemble de règles non dites auxquelles il vaut mieux se soumettre si l'on veut. Et c'est toute la question, si l'on veut quoi. Toutes celles et ceux qui sont dans une dépendance économique cachée derrière un statut d'indépendante. Nous voulons une rémunération qui nous assure une continuité de revenus et nous proposons de mettre en place un salaire socialisé pour le travail que nous faisons. Alors que notre rémunération, elle est équivalente à une prestation à une vente dans le meilleur des cas. Elle est en tout cas toujours aléatoire et très très souvent accessoire, c'est-à-dire qu'en fait on ne se pose pas la question de savoir s'il faut payer les artistes, mais si quand même, aussi pas que cette année, c'était hyper intéressant, une directrice de FRAC qui a dit que quand même, grâce à la crise du Covid, ils s'étaient rendu compte qu'on ne pouvait plus ne pas payer les artistes. C'est bon à savoir. On s'inflige en fait ses propres contraintes et on est nos premiers mauvais employeurs à nous faire travailler gratuitement, et donc en fait on a toujours cette facilité et flexibilité à nous tirer une balle dans le pied, quoi, et donc à toujours dire oui, être volontaire et se dire on va faire plus de choses, bien sûr on a envie de participer, on a envie de... Voilà. Sauf que si ça s'arrête jamais et que ça ne s'accompagne pas non plus d'une prise de position politique, ben en fait il n'y a plus de limite à ce qu'on exige de nous et il n'y a plus de limite justement à part nos limites corporelles, de fatigue, de ras-le-bol, de burn-out. Et ce truc de art et vie qui sont jamais séparés, ben en fait si, moi aujourd'hui j'ai envie que mon travail s'arrête, j'ai envie de savoir ce que c'est que des vacances, j'ai envie de pouvoir dire bah là je travaille pas, quoi. Sauf que je me suis rendu compte que ça m'arrivait jamais. Et donc si il n'y a pas une rémunération par ailleurs, en fait tout va devenir une forme de travail, quoi. Oui, bien sûr. J'ai pas vu qu'il y avait le Merci pour votre intervention. Et moi, j'ai aussi beaucoup apprécié la partie plus personnelle. Au début, vous avez allié le champ de l'art et le champ universitaire. Je trouve que c'est une question importante aussi à poser, notamment aujourd'hui, parce que si on fait le tour de la salle, il y a des artistes, mais il y a aussi beaucoup de théoriciens et des représentants d'institutions culturelles. Donc, je trouve qu'il y a aussi une sorte de milieu à élargir, de profil en fait à élargir quand on parle du travail de l'art. Et j'en suis venue à me demander, en fait, en pensant notamment à tous ces termes et ces projets qui commencent à se construire autour de la notion de recherche en art dans les écoles d'art ou des choses comme ça, qui rapprochent en fait de plus en plus le statut de chercheur et le statut d'artiste. Si au final l'activité de recherche, ça pouvait pas être quelque chose qui viendrait parfois notamment remplacer le terme de travail, de façon aussi à éviter que travail englobe toutes les activités qu'on n'a pas envie nécessairement de rentrer dans le champ du travail.
on parle de fondre l'art et la vie, ou en tout cas de pas... C'est pas du tout évident pour une très très grande majorité de personnes. Et je reprends, enfin, au final, on se bat toujours pour faire accepter qu'est-ce que ça pourrait être du chant. Ça reste un débat aujourd'hui. Tu remontes les vidéos de Pierrick Saurin qui se réveille la gueule enfarinée. Ça reste des choses qui sont hyper mal reçues, je trouve. En fait, je trouve qu'il y a une urgence aussi à travailler dans les formes. Ce qui rejoint peut-être ta remarque, mais en termes peut-être de pression qui nous est mise quand on parle de rémunération de notre travail, je pense qu'il y a deux choses qui vont revenir principalement. Ça va être le plaisir. Oui, mais tu fais ce qu'il te plaît. Et donc, du coup, la souffrance n'existe pas. Donc, voilà, tu n'as pas été dans une position de travail finalement. La deuxième, ça va être éventuellement la concurrence, en disant oui, mais il y a énormément d'artistes autour de toi, tu as déjà la chance d'avoir été élu quelque part, et donc saisis déjà cette opportunité. Je pense que ça, c'est deux points culturels en fait de notre secteur, qui fait qu'on a énormément de mal à demander cette rémunération. Alors, je voulais juste contextualiser un petit peu le texte qu'on a préparé, Judith et moi, dans le sens où pour rentabiliser le temps de travail que ça nous a demandé d'écrire, on l'a inscrit dans une recherche en cours de projet éditorial qu'on mène avec le collectif W. Alors, donc en prenant appui sur le projet d'Architecte W, dont la première occurrence s'est faite justement à la supérette où actuellement la Duse est en résidence, on a décidé de dégager 3 axes révélateurs pour esquisser donc, cette question de l'être au travail au sein de notre collectif. Donc premièrement l'artothèque comme pratique artistique, ensuite l'économie de l'économie, et enfin les liens entre le collectif et l'institution à la lumière des notions de transduction, métastabilité et vulnérabilité. Mais dans un premier temps, voici une liste de mots-clés qui gravitent autour de notre recherche commune. Donc ça, c'était l'apport du collectif. Donc en effet, en travaillant sur l'objet éditorial, on a dressé un peu le paysage des notions qu'on a travaillées au sein de l'Artothèque. Display, présentation, narration, fiction, représentation, performance, archives, collection, réserve, œuvre, document. Politique, quotidien, habité, cité, privée, intime, professionnel, domestique, public. Public, art, adresse, réception, partage, récepteur, emprunteur, rencontre, discussion. Protocole, partition, scénario, geste, expérience, procédure, processus, mode d'emploi. Appropriation, manipulation, activation. Para-institution, cadre, exposition, médiation, diffusion. Comment penser les coulisses de la pratique comme une forme à part entière? Donc considérer les conditions d'emprunt au sein de l'Artothèque comme faisant partie du processus de travail nous conduit à interroger les formes mêmes de nos pratiques individuelles. Imaginer la manipulation des œuvres induit des propositions de dispositifs et de protocoles d'accrochage, prenant en compte les contraintes des espaces domestiques. Les exigences du format de l'Artothèque nous poussent à penser nos productions différemment. Imaginer des pièces de poche, des œuvres tolérant l'usure ou l'utilisant, des assemblages en boîte à ne sortir qu'une fois par semaine, etc. Aussi, en confiant aux emprunteurs et aux emprunteuses les protocoles d'accrochage, d'usage et d'archivage, il est stipulé dans le contrat en fait, d'emprunt que les emprunteurs et les emprunteuses doivent prendre en photo l'œuvre qu'ils ont empruntée et nous l'envoyer ensuite par mail. Donc nous les invitons à se saisir d'une partie de l'autorialité du projet. En les rendant acteurs et actrices, nous nous défaisons d'un fantasme de maîtrise et multiplions les potentiels. Et donc loin de toute maîtrise individualiste, de toute prétention à l'autorité, à l'octorialité et à la création originale, nous construisons, pour reprendre les mots du philosophe Yves Citon, des formes de dépossession et d'entrepossession collective. D'autre part, la mise en place d'un système d'emprunt par objet en gage nous incite également à réfléchir à un certain type de médiation et engage un questionnement sur les valeurs d'usage et d'échange d'une œuvre d'art. Donc, comment se rémunérer de manière égalitaire en tant qu'artiste et offrir au collectif les moyens de production désirés? Comment équilibrer honoraires et budget de production? Comment équilibrer vie quotidienne, pratique individuelle et travail collectif? Institutions et des modèles éventuellement alternatifs, mais qui s'appuient à la fois avec sur l'institution et contre l'institution.
Et il me semblait qu'avec ce terme de vulnérabilité, ça met en valeur, si je me trompe, mais la flexibilité qui est propre à la non-institution, justement au collectif. Ça, c'est une discussion qu'on avait eue avec notamment au début de la résidence à la supérette, et de jusqu'où va l'institutionnalisation d'un collectif, qui sera peut-être une question qu'on abordera aussi avec le WULOC, et qui a tout à voir justement avec ce rapport au travail bien spécifique que peut avoir le travail dans le cadre d'un collectif de manière générale. Le collectif et le projet de l'Artothèque, il n'a pas eu pour une ambition uniquement politique. Il a, vous l'avez dit en introduction, c'est un geste artistique avant tout, de recherche, de création. Je vais vous poser une question, Henri, mais il y a d'autres membres de l'ULE qui peuvent répondre. Comment vous le traduisez concrètement? Je dis vous en plus, parce que bon, mais... Mais justement, dans la non-limite et la porosité des choses, et par rapport à cette question qui revient beaucoup aujourd'hui sur à quel moment la vie vient intégrer des formes, un exemple très concret, le mobilier de l'Artothèque. Donc un mobilier, c'est fait pour accueillir des pièces, ça a une utilité, c'est dans la vie son placard, voilà. Voilà, c'est un support d'exposition, donc c'est une forme à part entière. Donc il vient supporter les formes en même temps qu'il les expose. C'est pour ça qu'on disait stocker, exposer. C'est qu'en fait les endroits, des endroits de vie deviennent des endroits pour faire des formes aussi. Donc ça c'est une des... Ouais, ça c'est une des façons... On se rend beaucoup de services. Et souvent ça se passe en one-to-one, en direct. Et l'idée de la monnaie complémentaire, c'est que je peux faire le montage d'expo de Judith, elle me paye en monnaie complémentaire, je peux utiliser cette monnaie complémentaire pour payer Emeline pour qu'elle me fasse un texte. Mais là, donc, on se connaît, mais l'idée c'est d'élargir le réseau un minimum pour aussi pouvoir travailler avec des gens qu'on ne connaît pas. Pas fonctionnel, quoi, pas efficace, ou en tout cas où l'outil n'est pas en train de fonctionner. Et ça a été un combat qu'on a tout le temps. Moi, ça m'angoissait complètement. Je disais, mais on va nous dire qu'on fait pas notre travail. Et en fait, non, on a constamment remis le truc en disant non, c'est aussi un truc de recherche et de voilà. Donc au sein de notre collectif, ça fait partie des questions de comment répartir le temps de travail et les enjeux. Et c'était pas uniquement autour du résultat. C'est vrai que dès que tu dis Artothèque, on voit tout de suite le truc institutionnel, justement. Et on a essayé de réfléchir à toutes les solutions pour pas faire ça. Ouais, de ne pas répondre aux injonctions, de ne pas s'en produire... Ouais, c'était pas facile, mais c'était cool. C'était pas facile, mais c'était cool. On a proposé juste à Hugo, je ne sais pas s'il nous entend, du coup de retransmettre en direct pour vous faire une visite un peu de cet espace, de commencer par la fin de ce dont on va parler, donc de l'espace construit aujourd'hui, mais qui a mis beaucoup de temps à se faire tel qu'il est, exactement depuis 2017. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai entendu être au travail, je trouvais que c'était un intitulé très sophistiqué, parce que, être et travail, c'est extrêmement fluctuant. J'ai pas envie d'être aujourd'hui comme je voulais être il y a 5 ans quand le WULOC a commencé. Je ne veux pas être au travail comme je voulais l'être il y a 5 ans quand le WULOC a commencé. Je crois que c'est valable pour tous les artistes. Et du coup voilà, on voulait vraiment... le WULOC est une structure qui s'est transformée en fonction de nos nécessités, de nos envies. Et c'est vraiment cette transformation qu'on voulait aussi essayer de montrer à travers cette présentation. Donc c'était vraiment, on voulait un lieu pour bosser, et on en avait besoin pour être au travail, pour se mettre au travail en fait, pour se remettre au travail. Et ce qu'il y a de politique dans le WULOC, il n'y avait pas un programme ou un projet politique au départ, mais ce qu'il y a de politique dans le WULOC et s'en est en même temps que le WULOC s'est construit en fait. Je pense en grande partie. Donc ça aussi on pourrait y revenir. Ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, on a intégré ce lieu qui était une ancienne menuiserie, une grande menuiserie vide. Donc en fait, assez rapidement... Alors il y a une chose importante. On a eu une bourse de 5 000 €, donc la bourse Albanie,
qui a été très importante parce que ça rassurait les propriétaires des lieux qui ont été visités. Et sans doute que sans cette bourse de 5 000 €, c'est pas des milliers de cents, mais enfin c'était suffisant pour rassurer. On a pu avoir un bail, et là c'est la deuxième chose très importante, un bail commercial de 9 ans. Et en fait, on s'en rendait pas compte, mais c'est très rare et c'est un luxe pour les artistes d'avoir un atelier dont on sait qu'on va pouvoir y rester 9 ans au moins. Et donc, en fait, toute cette évolution, toute cette structure qui s'est mise en place a été permise par une pérennité du lieu à un moment donné. Et c'est une des bases en fait de notre atelier, c'est qu'une personne qui vient au Wouloc doit s'investir dans un groupe de travail, parce que sinon le lieu ne tourne pas. En fait, dans le temps, le Wouloc a pris une ampleur parce que c'est notre espace de travail, mais c'est un espace aussi qui est ouvert et où des gens viennent. Et donc, nous, on travaille en tant que membre du Wouloc bénévolement, quelque part, même si petit à petit, justement, dans le temps, on nous appelle, on a identifié le Wouloc comme un espace, et donc du coup, nous, on nous a identifié à cet espace, et on nous appelle en tant que Wouloc à faire quelques événements extérieurs, donc les choses commencent à changer, et on commence un peu à nous récupérer de l'argent pour ne pas payer de loyer, mais tout le travail qu'on effectue au quotidien, que ce soit les discussions, pour la maintenance du lieu, parce que le lieu c'est une vieille friche qui est dans un certain état qu'il faut maintenir. L'hiver c'est pas chauffé, le plafond s'effondre petit à petit et on est en lien constant avec le bailleur, et c'est vraiment du plein temps quelque part pour chaque rôle que chacun effectue. C'est vraiment un investissement temporel qu'on fait pour le lieu, pour nous, et pour continuer à avoir un espace de travail personnel qui petit à petit se convertit aussi en lieu d'échange et à ce qui est aussi aujourd'hui, c'est-à-dire un espace où on sort de l'atelier pour montrer ce qu'on est à l'extérieur quelque part. Effectivement, on n'a pas beaucoup d'espoir de rester dans ce lieu après le bail commercial, mais en disant que comme on a aussi en interne cette logique de renouvellement des membres de manière assez naturelle, donc potentiellement c'est un modèle qui peut perdurer et changer l'espace, l'idée de faire archive permet de démontrer finalement l'efficacité de ce temps que l'on a vécu dans le lieu. Et peut-être de convaincre une mairie. Le collectif permet une structure solide mais vulnérable, qui reste vulnérable. Voilà. Donc c'est solide parce que on va pouvoir, grâce à cette structure, régler des problèmes comme pendant le confinement, etc. Et ça n'empêchera pas, on ne sera pas dans quelque chose de rigide. Stabilité, instabilité. Métastabilité, pardon. Et j'en ai d'autres, mais irritants. Et alors, je vais essayer d'être un peu. Et en tout cas, qui donne ce sentiment que donc, qu'est-ce que signifie être au travail, c'est en tout cas visiblement répondre à un cadre qui est imposé, mais essayer de transformer ce cadre en un autre modèle ou en de la matière selon les pratiques et les méthodologies de chacun. Et c'est surtout quand même l'autre mot qui est venu remplacer le premier de la journée qui était question, c'est celui de stratégie finalement, où donc on a entendu quand même un certain nombre de réflexions et de propositions ou de tentatives de stratégie ou d'appropriation du cadre, ou de détournement du cadre, ou de déplacement de celui-ci, comme certaines considèrent qu'on parle de travail alimentaire, d'autre part. Donc qu'est-ce que ce travail? Finalement, il y a encore quand même tout un grand travail de définition du travail qui est à clarifier, et qui, j'espère qu'aujourd'hui on y a un petit peu participé, un petit peu répondu à travers ces discussions. Mais voilà, est-ce que tu veux dire un mot de la fin? Je voulais remercier tout le monde, mais tu veux peut-être, avant qu'on remercie tout le monde, dire quelque chose? Non, juste ça. Très bien, évidemment ça donne envie d'une suite à cette journée. Peut-être juste dire que pour nous, du point de vue de l'institution, parce que là c'est le centre d'art, je crois, comment tu dis ça sur un ton? Je crois que c'est voilà, c'est-à-dire que ce qu'on observe là, ce que j'ai observé aujourd'hui, c'est ce qu'on observe depuis longtemps, évidemment de la place où je suis, aussi bien
la précarité, les difficultés que sont les équipes au centre d'art, et là je n'y arrive pas, mais aussi pour tous ceux et celles qui ont pris la parole aujourd'hui et que juste nous, on doit continuer d'être au travail pour continuer de vous accompagner le mieux possible, de tenter, de faire des tentatives. On fait beaucoup d'expériences, je pense ici, on teste, on essaie de tester, on n'est pas les seuls. C'est pas du tout ce que je veux dire, je dis nous aussi, mais c'est pas seulement le centre d'art ici à Malakoff. Donc on a du chemin à faire, on fait ce qu'on peut avec nos moyens, mais en tout cas, voilà, je suis très contente et très contente, au sens très contente de que vous soyez là aujourd'hui, vous remercier infiniment, vraiment infiniment, c'était un vrai plaisir de vous entendre, parfois un peu douloureux aussi, je parle mais je suis un peu sensible, et puis remercier Émine évidemment, parce que j'aime beaucoup la manière dont elle nous fait confiance, me fait confiance, accepte d'être là et de continuer à travailler avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Le montrer pour introduire. Non, laissez-le. Puis il se regardait quand il l'a montré et puis il s'écoutait, il se regardait avec son air content. Non, vous vous souvenez pas qu'ils ont été contents, ils étaient contents d'eux. Bah ici, c'était vraiment la présentation d'un projet. Ouais. Sans ah non, mais là, t'avais l'impression qu'il y avait des sons comme il y a, effectivement. Vraiment, toi, t'avais l'impression